Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par MicroStart. La semaine dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient là, donc il s'agissait de développer sa stratégie commerciale, surtout pendant cette phase de relance. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre aspect de la stratégie commerciale et on veut dire là la communication digitale ou le marketing digital en règle générale. Donc pendant cette présentation, on va essayer de vous donner de discuter aussi, échanger pour ceux d'entre vous qui ont des pratiques qui voudraient partager avec les autres, des bons conseils sur comment se développer et communiquer en ligne. Donc, on va commencer directement. On est déjà 25, donc il me semble que voilà. Euh, donc, au programme aujourd'hui, on va d'abord commencer par un petit update, une mise à jour sur la situation et l'impact de la crise sur les entreprises. On parlera ensuite des médias sociaux, pourquoi est-ce que c'est important, quel réseau, quelle plateforme privilégier et pour quelles raisons. Et on parlera ensuite des sites de e-commerce et enfin du soutien qu'offre MicroStart pendant cette période. Pour la situation et l'impact pour les entreprises, donc je passerai très rapidement. Donc, il y avait une première phase donc qui s'est terminée le 4 mai. Les merceries et les magasins de tissus pouvaient ouvrir. Les industries et les services B2B peuvent redémarrer tout en respectant bien sûr les mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Euh, Puis ensuite, on a une phase 1 B, le 11 mai, où tous les commerces peuvent ouvrir, sauf l'ORECA et les métiers de contact comme la coiffure, les soins et, esthétiques, etc. La phase 2, donc, qui a débuté le 18 mai, donc là, tous les salons de coiffure, des soins, les salons d'esthétique, etc., ont pu ouvrir leurs portes. Et on s'attend à une troisième phase donc qui va commencer le 8 juin. Il y a en ce moment une évaluation des possibilités pour les restaurants et les loisirs collectifs de reprendre leurs activités. L'ouverture des cafés et des bars sera discutée plus tard. Bien sûr, la situation est susceptible d'évoluer et en tout cas, on se tient au courant et on suit de très près la situation pour vous informer au mieux. Euh, Parlons un peu de cette deuxième phase. Donc, la réouverture des activités avec contact direct, salon de coiffure, salon esthétique, etc., uniquement sur rendez-vous, avec port de masque obligatoire et mesures de distance respectées entre chaque client. Les marchés ouverts avec un maximum de 50 marchands et accord avec les autorités locales. Là encore, le port du masque est obligatoire pour les vendeurs et le respect des distances de sécurité également, ainsi que le sens de circulation dans le marché. Et enfin, l'ouverture des parcs animaliers et des musées. On peut réserver en ligne, on doit respecter le sens de circulation. Les cafétérias et plaines de jeux restent fermées. Le confinement est maintenu pour le secteur de l'ORECA, pour les lieux festifs et récréatifs et touristiques. Il faut bien sûr prendre les mesures nécessaires pour garantir une distance sociale de 1,50 m. Si vous avez encore des questions sur si votre entreprise doit fermer ou peut ouvrir, vous pouvez cliquer sur le lien sur la présentation. Les conseils et les mesures en général n'ont pas changé, donc il faut éviter les déplacements non essentiels. Les masques sont obligatoires dans les transports en commun. La visite familiale est autorisée mais limitée, donc un ménage, maximum 4 personnes. Pour les mariages et les enterrements, il faut maximum 30 personnes. Pour les entraînements sportifs, maximum 20 personnes. Bien sûr, les cafétérias et plein de jeux sont fermés. Pour les manifestations en groupe, elles sont interdites au minimum jusqu'au 30 juin.
Pour les commerces, les mesures de sécurité n'ont pas changé non plus. Respect d'une distance de sécurité d'1,50 m entre chaque client. Un client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes. Il faut bien sûr favoriser les paiements par carte. Le port du masque est recommandé et élargissement des heures d'ouverture. Un guide pratique de la vie au travail en cette période de crise est disponible sur le lien dans la présentation et les guides par secteur ont été publiés sur la plateforme Emploi Belgique. Pour suivre toute l'actualité, pour les informations officielles, il faut aller sur infocoronavirus.be et elles sont traduites en différentes langues sur le site du CRIC de Charleroi. Concernant les aides disponibles, donc pour les informations générales, il faut aller sur infocoronavirus.be et pour les infos régionales, pour Bruxelles, il faut aller sur le site de 1819, pour la Wallonie, le 1890 et pour la Flandre, sur le site de Vlaio. Euh, il y a plusieurs aides euh, donc par rapport à votre activité, par rapport à vous et également pour les employés. Pour votre activité, il y a une possibilité de report, diminution ou exonération des cotisations sociales. Et la demande se fait bien sûr via votre caisse d'assurance sociale. Pour les impôts et les taxes, on a un report, réduction ou un plan de paiement. Et la demande se fait via le SPF Finance. Vous pouvez également bénéficier des primes régionales et soutiens régionaux. Donc pour Bruxelles, il faut cliquer ici sur le lien, pour la Wallonie de même et pour la Flandre. Et pour le financement, donc tout ce qui est trésorerie, etc., MicroStart ou d'autres structures régionales comme Finance Brussels, Socamut ou PMVZ sont disponibles. Concernant les aides dont vous pouvez bénéficier, il y a donc le droit passerelle, allocation pour arrêt d'activité. Et là, il faut faire la demande via votre caisse d'assurance sociale. Et si vous êtes malade, il y a votre mutuelle pour. Concernant les employés, euh, pour le chômage en cas de force majeure, il y a l'ONEM qui s'occupe de ces dossiers-là. Et pour les cotisations patronales de sécurité sociale, donc un plan de remboursement, il faut s'adresser à l'ONSS. Passons maintenant au sujet d'aujourd'hui, donc les médias sociaux. Pourquoi est-ce qu'il faut être présent sur les médias sociaux? La réponse est évidente, c'est parce que les clients y sont. Ils y sont massivement, les réseaux sont utilisés par la moitié de l'humanité sur les réseaux sociaux et il est intéressant de, de connaître quelques chiffres. J'ai fait une petite recherche pour voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux en une seule minute. Et les chiffres que j'ai trouvés sont vraiment importants et nous prouvent que l'utilisation des médias sociaux, en tout cas par les entreprises, est plus qu'une nécessité, mais carrément une obligation. Sur Facebook, en une minute, il y a carrément 700 000 publications. 1 million de personnes se connectent toutes les minutes. Sur YouTube, par exemple, il y a 4,5 millions de vidéos qui sont vues toutes les minutes. Sur Twitter, il y a 97 000 tweets et sur Instagram, il y a plus de 65 000 photos publiées. Tout cela en une minute. Ça veut dire qu'il faut être plus que jamais présent sur les réseaux sociaux, mais pas de n'importe quelle manière. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi intéressant d'être présent sur les réseaux sociaux? C'est parce que c'est facile d'utilisation, c'est accessible via un smartphone et c'est peu coûteux. Et en période de confinement, les réseaux sociaux permettent de rester en contact avec les clients, euh, maintiennent le dialogue avec le client, ils fidélisent la clientèle et vous pouvez informer directement les clients de vos nouveaux horaires, les nouvelles conditions d'accueil en magasin, les dates de réouverture. Maintenant, la question que tout le monde se pose,
quels médias sociaux sont les plus adaptés pour le développement commercial? Ici, on en a choisi deux parce que c'est les plus importants. Comme je vous ai dit dans les chiffres, c'est là où il y a le plus d'activité et pour donc votre activité économique, c'est le plus intéressant. Donc, pour Facebook, ce sont les deux choix les plus logiques pour une stratégie médias sociaux grand public, parce que la taille est grande et parce qu'il y a possibilité de faire du business dessus. Même si vous n'êtes pas utilisateur du réseau, il faut y être présent. Et pour les modes des réseaux sociaux, vu que ça change beaucoup, donc il faut toujours rester informé, et d'où l'intérêt de ce webinaire justement, c'est que les informations sur les meilleures pratiques, les manières pour être présent, pour optimiser sa présence sur les réseaux sociaux changent vite. Il y a tous les jours de nouvelles tendances et qu'il faut suivre et auxquelles il faut s'adapter. Facebook en quelques chiffres. Donc, c'est le réseau le plus utilisé au monde, sauf peut-être la Chine, la Russie, car c'est interdit, et la Corée du Nord. Il y a 2,45 milliards d'utilisateurs. 70% des utilisateurs se connectent tous les jours. La moyenne d'âge est de 40 ans et 49% des utilisateurs suivent les marques qu'ils apprécient sur Facebook. Pour les entreprises, donc il y a deux types de pages. Soit vous choisissez de faire une page personnelle, donc comme un compte, on va dire le compte de Hicham, mais le compte d'une entreprise où les personnes sont connectées dans des sphères privées. Une connexion demande une acceptation mutuelle. Donc vous êtes un compte personnel et vous ajoutez quelqu'un via ce compte-là. Et la deuxième possibilité, et c'est la plus utilisée, c'est de créer des pages pour les entreprises. Elles sont publiques et elles sont très très bien référencées sur Google. Entre parenthèses, être référencé, c'est un mot qu'on va revoir pendant cette séance. Et c'est un mot très important. Être référencé, c'est euh, optimiser, améliorer son classement dans les résultats de recherche sur Google. Donc, si je mets par exemple pizza Liège, il faut que ma pizzeria soit bien classée. Je ne vais pas dire la première, mais bien classée sur dans les résultats de recherche. Et ça, c'est possible d'améliorer ça. On va voir cela par la suite. Créer une page. Donc, les avantages que ça présente, c'est que c'est gratuit. C'est rapide, ça prend 5 minutes et c'est facile à utiliser. Vous avez besoin d'un profil personnel, mais il est possible d'avoir plusieurs pages professionnelles. Votre profil personnel n'est pas visible sur votre page et votre page n'est pas visible depuis donc votre page personnelle n'est pas visible depuis votre page, sauf si vous le décidez. Et Facebook, bien sûr, fait la chasse aux faux profils. Vous avez certainement entendu parler des entreprises ou des petites entreprises qui font des pages et qui achètent des faux abonnés. Donc, depuis quelques années maintenant, Facebook font des efforts pour justement éliminer tous les faux profils et avoir plus d'authenticité, de vrais profils, de vraies interactions sur ces pages-là. Et bien sûr, on va voir que des vraies interactions, elles sont liées à votre manière d'utiliser votre page, du contenu que vous publiez, etc. Donc, pour les avantages de Facebook, le premier, c'est le marketplace. Donc, c'est ce petit onglet que vous pouvez voir sur votre newsfeed. C'est un espace à part. Euh, il est accessible à partir du fil d'actualité, mais c'est une plateforme dans la plateforme avec des offres, plutôt des occasions particulières entre particuliers, mais que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez utiliser également pour mettre en avant vos produits. Il n'y a pas de paiement intégré et il est encore
peu utilisé par les entreprises parce que justement, c'est devenu plus un site de petites annonces plutôt qu'une vraie plateforme bien construite. Et d'ailleurs, vu le trafic qu'il y a dessus, il est très intéressant justement d'y aller et d'y présenter ses produits et de le faire d'une manière structurée et bien réfléchie. Le deuxième avantage des pages Facebook, comme je vous disais, c'est qu'elles sont très bien référencées sur Google. Cela est automatique avec la création de la page. Mais bien sûr, on va voir par la suite que votre classement dans les résultats euh, de recherche sur Google n'est pas, il dépend également d'un autre élément que nous allons voir tout à l'heure. Troisièmement, c'est une présentation riche. On y retrouve les informations pratiques, les avis, les contacts via Messenger, présentation des services, des événements, des groupes. On y retrouve également pour Messenger, vous pouvez mettre en place un robot, donc un bot qui va répondre à votre place si vous n'êtes pas connecté. Imaginons par exemple, et vous pouvez même le configurer pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Si par exemple je me connecte sur la page de la pizzeria à côté et qu'il n'y a personne sur la page, je peux dire à quelle heure vous ouvrez ou est-ce que vous avez cette pizza-là ou cette pizza-ci pour avoir un robot qui va répondre à la place. Et ça, c'est super intéressant pour les personnes qui sont un peu occupées et qui veulent automatiser un peu cette communication sur leur page. Alors, le gros dilemme, faire une page Facebook ou faire un site internet. Pour la page Facebook, comme on a vu tout à l'heure, elle est gratuite, facile à gérer, facile à éditer, à modifier. La technologie est très ergonomique et optimisée et on y bénéficie d'un bon référencement dans Google. Et il y a aussi un grand potentiel viral. Mais toutes les données appartiennent à Facebook. Le contrôle est limité. L'espace interactif est très visible, donc les avis, les commentaires, etc. C'est très visible. Il y a des limites dans la mise en forme et des limites pour le e-commerce. C'est en train de se développer, donc c'est pour ça qu'il faut suivre les tendances régulièrement, parce que des fois il y a des petites fonctionnalités qui changent tous les jours et des fois qui font la différence. Pour le site internet, ce qui est bien, c'est que vous êtes propriétaire du site. Le site est totalement personnalisable, contrôlable. Vous pouvez y faire une collecte de données et ça peut vous aider pour développer de nouveaux produits, pour voir qui sont vos clients, etc. Et vous pouvez l'utiliser comme plateforme e-commerce, mais c'est difficile à référencer dans Google. L'expérience client est difficile à optimiser, elle demande beaucoup plus de travail. C'est non visible dans Facebook et il n'y a pas de potentiel viral. Là, j'aimerais m'attarder sur la difficulté à être référencé. C'est difficile à référencer dans Google parce que justement, pour être indexé et être dans les meilleurs résultats de Google, ben, il faut créer du contenu, alimenter ce site régulièrement. Il faut l'alimenter avec des articles basés sur des mots-clés. C'est un travail à part qui peut être chronophage parfois. Pour les bonnes pratiques, pour améliorer sa présence sur Facebook, la première des choses, c'est qu'il faut être organisé. Bien organiser sa page, organiser les onglets, mettre en place des notifications, gérer les administrateurs. Deuxièmement, il faut gérer les avis et les commentaires. Il faut savoir réagir vite, être poli et honnête, ça va de soi, mais surtout être réactif et masquer seulement quand c'est nécessaire. Il y a même des fois certains community managers, donc la personne qui gère la page, qui ont une politique un peu
on va dire, excessive et qui va enlever tous les commentaires négatifs sur la page. Il faut noter que ça ne joue pas en votre faveur, mais plutôt le contraire. Donc, il faut essayer d'être le plus cohérent possible. Pour Instagram maintenant, quelques chiffres et quelle place pour les entreprises. Donc, pour les chiffres, il y a 1 milliard d'utilisateurs. Entre parenthèses, donc Facebook et Instagram, c'est la même société. Ce qui se passe sur Facebook peut être relayé sur Instagram et inversement. Euh, il y a 1 milliard d'utilisateurs, 50 milliards de photos ont été partagées sur Instagram depuis le lancement en 2010. Il y a beaucoup plus de femmes, 60%, et des millénials, donc 64%. Donc les millénials, il y a un débat, mais ce sont les personnes nées entre 80 et 96. Mais il y a aussi la génération Z qui est née après et qui utilise encore plus euh, ces réseaux sociaux de manière encore plus intense. Et 60% d'utilisateurs d'Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce à Instagram. Brièvement, si on veut faire une petite différence entre Instagram et Facebook, Facebook, on est plus dans la réaction, on est plus dans la conversation, alors que sur Instagram, on est plus dans on montre, c'est une vitrine. Donc, il faut essayer d'être le plus lisse possible, le plus beau possible pour attirer justement l'attention. Pour les avantages, donc il y a Instagram Shopping, propose de lier des produits présents dans une photo avec votre catalogue, donc un site e-commerce, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Deuxièmement, il y a deux espaces de communication dans un seul réseau. Donc, il y a le fil d'actualité, le newsfeed ou feed. Pour le newsfeed, il y a l'usage de filtres. On peut mettre des textes en commentaire et c'est visible sur compte. En gros, c'est comme un micro-blog de votre marque où vous pouvez partager votre contenu. Pour le feed, il est plus général et on y retrouve justement des belles images, des vidéos courtes et le contenu créé et publié par le compte. On peut pas le partager, le repartager malheureusement. Comme bonne pratique qu'on a retenue donc pour vous, il faut penser son compte comme une vitrine. C'est ce que je viens de dire, mais il faut le confirmer, le redire encore une fois. Euh, à la différence de Facebook, Instagram, c'est vraiment une vitrine. Donc, il faut faire énormément d'efforts pour que le produit soit présenté de la meilleure manière possible, pour que les textes choisis soient très attractif et que ça représente et que ça reflète l'esprit même de votre marque. Il faut penser à utiliser les stories. Donc, c'est les petits cercles qu'on voit ici sur la photo de droite. Il faut utiliser les stories à la une pour présenter d'autres contenus. Si par exemple on a plusieurs produits, ben, on va faire plusieurs stories qui montrent plusieurs produits. Si on a plusieurs marques, on peut également faire la même chose. Euh, voilà. Les objectifs possibles, évidemment se faire connaître, développer sa notoriété, travailler son image, rassurer sa clientèle, donner envie d'acheter et informer. Et c'est là qu'on va arriver à un enjeu de taille quand on veut utiliser les réseaux sociaux. Parce que c'est bien d'avoir un compte sur Instagram, d'avoir un compte sur Facebook, même YouTube si vous voulez. Mais la question qu'il faut se poser et la plus grosse partie du travail, c'est de réfléchir au contenu qu'on va publier. Donc le premier enjeu, c'est le contenu. Un, il faut que le contenu soit régulier. Sans publication, vous n'êtes pas visible dans le fil d'actualité et vous remarquez ça même avec votre compte personnel. Si vous ne publiez rien sur votre mur, vos amis, donc votre audience, n'arrivera jamais à voir
vous voir sur le fil d'actualité. Il faut se dire aussi que moins de 4% des fans reviendront sur votre page. Donc, chaque occasion que vous avez à créer du contenu, à partager du contenu, c'est une occasion unique pour que les personnes voient ce que vous faites. Sachant bien que moins de 4% reviendront sur votre page. Donc, en un seul post, vous devez attirer l'attention. Et seules les publications récentes sont visibles dans le fil d'actualité, d'où la nécessité d'être régulier dans le partage. Il faut partager d'ailleurs au moins une fois par semaine. Euh, et pour la régularité ou pour savoir le meilleur moment où il faut partager, bah, pour cela, il faut analyser votre clientèle qui se posait d'abord la question qui sont mes clients, quand est-ce qu'ils se connectent, sur quelle plateforme ils se connectent, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont soif d'avoir de nouvelles informations, de nouveaux posts, ou c'est plutôt des utilisateurs, on va dire, calmes. Euh, donc c'est ça qui va définir un peu la régularité du partage de contenu. Toujours dans ce premier enjeu, il faut que le contenu soit attractif. Il faut définir votre territoire de marque. D'abord, c'est dans un souci d'authenticité, pour avoir une approche de contenu différente. Et ce territoire de marque, donc qu'il faut définir. Donc, brièvement, le territoire de marque, c'est votre marque, l'identité visuelle de cette marque, le temps. Donc, le temps avec lequel vous parlez, soit vous allez tutoyer vos consommateurs, vos clients, soit vous les vous voyez. Est-ce que vous allez choisir une touche d'humour? Est-ce que vous allez peut-être choisir la sensualité ou informer, être sérieux, froid? Donc, tout ça, ce sont des temps que vous pouvez utiliser selon, bien sûr, la marque et selon votre cible, comme je l'ai dit, et choisir les marqueurs. Soit vous allez travailler avec des hashtags ou avec des emojis. Et là, il faut bien réfléchir à quel hashtag et quel emoji, bien comprendre pourquoi le hashtag est important, sur quelle plateforme. On va voir par exemple que sur Instagram, il est plus intéressant d'utiliser des hashtags parce que justement, il y a des hashtags qui sont déjà utilisés. Peut-être se greffer à des hashtags déjà présents pour mettre en avant son produit et ne pas utiliser, créer de nouveaux hashtags à chaque fois, ou alors créer un seul hashtag qui va vous représenter et représenter votre marque sur cette plateforme. Idem pour les emojis. Il ne faut pas abuser de les utiliser trop souvent, ni ne jamais les utiliser. Donc, c'est des petites subtilités qui font votre territoire de marque, justement. Et puis après, enfin, on a les sujets dont vous parlez, les sujets sur lesquels vous communiquez. Ils doivent être également clairement identifiés. Un exemple de territoire de marque, donc les photos toujours en situation, le ton est personnel, donc tu, et les filtres sont récurrents. Donc il y a un usage de filtres tout le temps, et céramique du quotidien. Donc ça, c'est le sujet dont vous parlez, quoi. Toujours dans ce premier enjeu, il y a trois pistes pour créer des contenus attractifs. On les appelle les trois E, euh, c'est-à-dire les trois aspects auxquels il faut faire attention en créant son contenu. Un, c'est l'engagement. Donc, il faut toujours raconter son histoire, créer de la proximité, euh, par exemple, raconter son aventure d'entrepreneur et créer de la sympathie. Là, l'élément important qu'il faut retenir ici, c'est raconter son histoire. Euh, la communication en général, en ce moment, que ce soit sur toutes les plateformes, que ce soit sur le digital, mais aussi sur les plateformes classiques, il faut toujours raconter une histoire à son client. Il faut toujours attirer ce client et lui faire vivre une histoire. Cette histoire peut être la vôtre, celle de votre activité, peut être celle du client à travers son expérience avec votre produit, mais il faut toujours une histoire pour engager
et fidéliser sa clientèle. Le deuxième E, c'est éducation, information. Donc, toujours mettre en avant des événements, des actualités, des conseils, des témoignages. Pas forcément besoin de créer des contenus propres à vous, mais vous pouvez partager des contenus euh, qui viennent d'ailleurs, des articles, de magazines, des témoignages de vos clients, etc. Euh, Par exemple, partager autour d'un sujet qui met en valeur son activité. Euh, prenons l'exemple, je sais pas, un magasin qui vend des vélos. Le jour où il y aura le Tour de France, bah, il va communiquer sur le Tour de France parce que ça a un lien avec son activité et que ça permet aussi d'engager et d'informer euh, sa clientèle. Et enfin, il y a le entertainment, donc le divertissement. Toujours privilégier des images inspirantes, euh, peut-être une touche d'humour, des citations, comme par exemple parler sur un sujet plus éloigné de son métier, mais qui est attractif, inspirant pour les personnes que l'on cible. Je vais donner l'exemple d'un magasin qui vend je ne sais pas, qui vend du voyage par exemple, et qui va parler, donner des citations inspirantes de voyage, partager des photos de paysages magnifiques à l'autre bout du monde, dans le but justement d'inspirer et de faire rêver sa clientèle. Et enfin, il faut un contenu adapté aux médias sociaux. Pour la communication classique, les campagnes sont ponctuelles, les contenus sont très complets, les appels à l'action sont directs et on imagine la pub, c'est de la pub, comme on en voit à la télé, dans les affichages, dans les rues, etc. Pour la communication digitale sur les médias sociaux, la présence est régulière, les contenus sont variés et inspirants, les conversions donc de clients, euh, genre audience acheteur, elle est indirecte et ça ne ressemble pas à une pub. Après, il y a cette approche qui veut que on fasse un mix de tout, un mix de la communication classique avec la communication digitale, avec une histoire complète, des contenus complets et une présence régulière, ou des contenus inspirants avec un appel à l'action direct. Mais tout ça, son but, c'est d'attirer l'attention de de la personne qui reçoit ce post sur son fil d'actualité et faire en sorte qu'elle s'intéresse à votre marque et qu'elle vienne acheter. 5 conseils pour développer du bon contenu. Décliner un sujet en contenu multiple, avant, pendant, après, sous différents formats. Euh, Programmer à l'avance. Facebook propose cette solution-là. Vous pouvez même programmer tous les posts, toutes les publications d'une semaine. Vous pouvez les programmer aujourd'hui. Et là, on revient au point dont j'ai parlé tout à l'heure, où il faut être bien organisé. Et c'est la meilleure manière d'optimiser son temps aussi, et pour que cette activité, cet effort de communiquer sur Internet ne soit pas chronophage. Prendre 2 heures, faire un petit tableau avec toutes les publications, les images qu'on a choisies, les liens qu'on veut partager avec notre audience, et programmer les posts à des heures qu'on va cibler parce on y a réfléchi. On va pas par exemple poster une photo communiquée sur une pizzeria à 9 heures du matin. On va plutôt essayer de faire ça à l'heure du déjeuner, ou prendre le moment où les clients sont le plus connectés. On sait par exemple que pendant les pauses déj, tout le monde est connecté, qu'après 17 heures, tout le monde est connecté, que à 21 heures, donc les gens sont connectés. C'est là où il y a des pics de connexion qu'il faut utiliser à son profit pour communiquer sur sa marque. Il faut soigner ses visuels. Instagram, donc il y a plusieurs outils. Instagram avec les filtres. Il y a Canva qui permet de faire des montages photos qui sont intéressants visuellement. Il y a aussi ne pas hésiter à utiliser
les banques d'images gratuites. Il y a Pixabay, il y a Shutterstock, il y a bref, il y a plusieurs banques d'images qu'on peut utiliser. Faire des textes courts, les informations importantes au début, intégrer des emojis et ne pas oublier le call to action, appeler à l'action pour justement engager votre cible. Et il faut s'adapter au contexte. On ne va pas communiquer sur Instagram de la même manière qu'on va communiquer sur Twitter, par exemple. Euh, c'est ça, c'est ça toute la subtilité de la communication digitale. Il faut s'intéresser à prendre chaque plateforme euh, à part, même si une personne a un compte sur Instagram et un compte sur Facebook, on ne communique pas de la même manière sur les deux. Même à titre personnel, on ne communique pas de la même manière, et c'est pour ça que les marques doivent faire de même et s'adapter euh, à la plateforme sur laquelle elles sont en train de communiquer. Le deuxième enjeu, on arrive à l'audience. Donc, il faut toujours réfléchir à l'audience. L'enjeu principal, c'est comment apparaître dans le fil d'actualité des personnes que vous ciblez. Donc, on a parlé tout à l'heure des contenus. Donc ça fait la régularité de la publication de contenu fait que vous apparaissez plus régulièrement. Mais il y a aussi un élément important pour les réseaux sociaux qui sont les algorithmes. Les algorithmes, c'est des équations qui font que votre contenu va apparaître ou non dans le fil d'actualité. Et les algorithmes, généralement, ils limitent la visibilité des publications dans le fil d'actualité, même par les abonnés. Pour une communauté qui est personnelle, il faut inviter ses amis. Donc, ne pas hésiter à créer une page de son business et avec son compte personnel, inviter toute sa liste d'amis à liker la page et peut-être même aller plus loin et demander à vos amis de faire de même aussi, de partager la page, de vous soutenir. Ça marche souvent. Euh, il faut encourager les partages, c'est ce que je viens de dire, et capitaliser sur d'autres communautés. Là, on parle notamment des influenceurs. Les influenceurs sont ces personnes sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter aussi, qui ont un très grand nombre de followers et que vous pouvez intégrer à votre campagne de communication, on va appeler ça comme ça. Et ce sont des personnes qui peuvent vous aider à faire connaître votre produit. Euh, donc il y a le problème avec les influenceurs, c'est qu'ils sont exigeants, surtout avec les gros. Ils demandent toujours une rémunération, mais il y a différentes formes de partenariat, soit juste une mention, des tests, des concours, des collaborations, des codes promo. Il y a plusieurs manières de collaborer. Et les micro-influenceurs, souvent, sont les plus crédibles. Donc, une personne qui a peut-être 5 millions de followers ne sera pas aussi crédible qu'une personne qui en a 5 000 et qui est connue juste dans votre commune. Voilà. Donc, ils sont plus crédibles. Sinon, il y a des solutions payantes. Et là, ça reste on reste sur des plateformes qui vous encouragent à sponsoriser vos publications, à miser, entre guillemets, pour avoir de la visibilité. Toujours dans ce deuxième enjeu, pour parler des solutions payantes, les avantages, c'est qu'à partir de 1 euro, vous pouvez avoir 100% d'audience utile. L'avantage également, c'est que le ciblage est ultra précis. Vous pouvez cibler les femmes de 45 ans, habitant à Meudon et qui aiment la cuisine asiatique. C'est vraiment impressionnant pour ce que c'est. Et du coup, c'est ça toute l'utilité. Plus vous payez, plus vous pouvez être précis dans votre cible. Donc, quand vous connaissez très bien votre cible, vous pouvez les atteindre facilement en payant quelques euros en sponsorisant un post. C'est possible pour un budget limité. Donc,
pouvez choisir votre budget par jour, la durée de la campagne, etc. En fonction du budget fixé, on peut toucher plus ou moins des personnes dans l'audience définie. Et là, ici, je vous encourage à le faire, mais uniquement pour des posts qui sont bien préparés. Imaginons que vous avez 5 posts par semaine, bien vous le ferez pour un post où vous allez dire que le magasin va réouvrir, ou si vous avez un nouveau produit par exemple, vous allez sponsoriser ce post en particulier qui dit que vous avez un nouveau produit, etc. Il y a deux manières de promouvoir une publication. C'est soit vous le faites directement sur le post, c'est simple, mais les possibilités sont un peu limitées, ou vous le faites depuis le gestionnaire de publicité, que ce soit sur Facebook ou Instagram, c'est la même chose. C'est plus complexe, mais c'est plus complet. Et c'est là justement où vous pouvez être très précis dans le ciblage. Pour la communication en période de crise, il ne faut pas hésiter il faut continuer à communiquer. Même si l'activité est à l'arrêt, il faut rester présent dans l'esprit des gens. C'est ça le but de continuer à communiquer. Veillez à véhiculer des messages positifs, même si la situation ne s'y prête pas forcément. C'est évidemment l'occasion de communiquer sur les initiatives mises en place pour faire face à la crise et pour demander à vos clients de vous soutenir. Il faut les solliciter pour ce soutien-là. Justement, utiliser cet élan de solidarité pour renforcer le lien avec votre clientèle et les fidéliser. C'était tout pour les réseaux sociaux. J'espère que c'était complet. On a parlé de Facebook, Instagram, mais la logique, elle reste la même pour les autres réseaux, soit pour YouTube, etc. Donc, on a deux éléments auxquels il faut faire attention. Donc, le contenu et l'audience. C'est les deux enjeux principaux auxquels il faut réfléchir euh, avant de faire sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va parler un peu des sites e-commerce, qui est aussi une très bonne alternative, tout aussi intéressante que les réseaux sociaux, qui demande un peu plus de travail, mais qui est très efficace en tout cas. Quelques chiffres clés. En 2018, 61% des consommateurs belges ont passé au moins une commande en ligne, donc 8 internautes sur 10, majoritairement dans tout ce qui est habillement, sport, tourisme et événementiel. Selon la fédération Comeos, donc la fédération des sites e-commerce, 50% des consommateurs qui effectuent des achats en ligne dépensent au moins 100 euros par mois. 48% font des achats au moins une fois par mois et 7% chaque semaine. L'e-commerce atteindrait un peu plus de 7% du chiffre d'affaires du commerce de détail et 32% des consommateurs ont acheté en ligne en 2017 en substitution d'achats effectués auparavant en boutique physique et 35% des consommateurs ont acheté en ligne des biens et des services supplémentaires. Donc, à la vue de ces chiffres, ben, on se rend vite compte que l'e-commerce est très très important, que les habitudes de consommation sont en train de changer. Ça vire petit à petit vers Internet, vers le digital. Et en cette période de confinement, où tout le monde est à la maison, où les magasins sont fermés, la, la situation est encore plus propice à ce mode de consommation. Pourquoi un commerce en ligne? Donc, pourquoi se lancer dans la vente en ligne? Il y a des inconvénients et des avantages. Comme dans tout, les inconvénients, c'est que la gestion du stock et des envois est très limitée. La gestion du site est mise à jour, ça demande du temps. La gestion du service après-vente demande du temps également et peut être compliqué. Le coût de la création du site, plus vous voulez de fonctionnalités sur votre site, plus ce sera plus cher. Bien sûr, un site vitrine est moins cher qu'un site où vous allez avoir
une interactivité, la possibilité d'acheter, un paiement sécurisé. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, elles rajoutent de la difficulté et aussi dans le coût dans la création du site. Le projet peut être chronophage, étant donné que justement tout le développement qu'il y a derrière, mais aussi le référencement dans Google qui est très compliqué, comme on l'a vu précédemment. Et combiné à un point de vente physique, il s'agit d'une charge de travail supplémentaire. Pour les avantages, il permet de toucher une clientèle qui n'est pas locale, donc élargir sa zone de chalandise, permet de référencer son catalogue de produits sur le web, donc une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche, et permet de faire venir l'acheteur en boutique, et enfin, permet de générer une envie d'achat à distance. Avant de se lancer, il est essentiel de connaître sa cible et ses comportements d'achat, de définir un plan de communication afin de l'atteindre, et enfin de bien réfléchir à la nécessité d'un e-commerce. Eureka, c'est pas toujours nécessaire. Plutôt essayer d'être visible sur les plateformes de livraison, sur les réseaux sociaux tout simplement. Et donc pour les personnes, bien sûr, si un site e-commerce est nécessaire pour vous, s'il va rajouter on va rajouter en efficacité, va vous faciliter le travail. Il faut penser, la première chose, à l'architecture du site. Il faut penser à l'expérience utilisateur. Donc, cette expérience utilisateur, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça, au sein des agences de communication digitale, par exemple. Et eux, leur travail, c'est de dire, OK, j'ai une activité X avec un consommateur X. Euh, quelle sera l'expérience de ce consommateur sur le site. Donc, tout sera réfléchi, tout sera travaillé. De l'architecture du site, des couleurs, des boutons, le temps passé sur le site, le temps passé sur chaque page, le nombre de pages, le nombre de clics pour arriver à une information ou pour acheter. Si par exemple pour acheter, je sais pas, un stylo, je dois passer par 5 clics avant d'arriver sur la page du stylo, là c'est un mauvais point pour le site. Donc la personne va décrocher avant. Si je peux arriver à mon stylo en 2 clics, c'est un bon point. Et le but justement, c'est d'améliorer cette expérience utilisateur, d'avoir le maximum d'informations, le maximum l'information précise et d'une manière très simple et dans le moins de clics possible. Euh, pour un site e-commerce, il faut planifier vos publications. Là aussi, il s'agit d'être organisé. Donc, préparer et planifier les actions de communication liées à un site de vente en ligne permet d'augmenter fortement la visibilité du site et donc le nombre de ventes. Les outils qu'on peut utiliser, donc fichier Excel, Google Calendar, Trello, ou il y a d'autres outils payants. Là, le but, c'est donc on a un site, il y a un outil, mais il faut communiquer autour de cet outil en partageant de nouveaux articles, en partageant sur les réseaux sociaux aussi, et tout cela doit être bien réfléchi, bien travaillé et surtout bien organisé. Il est important que les gens puissent retrouver le site. Donc, soit via les réseaux sociaux et s'ils fonctionnent bien, soit via le référencement. Et c'est là qu'on arrive à ce point très important dans le marketing digital qui est le référencement. Donc, il y a deux types de référencement. Le premier, on l'appelle le référencement naturel, SEO, Search Engine Optimization. Il faut penser le texte de sa page produit en le construisant autour de 2 à 3 mots-clés principaux. Optimiser ces éléments SEO sur base de ces mots-clés, maintenir les informations de contact à jour, l'éventuel agenda de son site web, utiliser les produits Google gratuits, donc My Business pour Google Maps, Google Analytics pour avoir une meilleure idée de l'activité, du trafic sur votre site, à quelle heure il y a le plus de trafic, quand il faut communiquer, etc.
et Google Ads Grants for Non-Profit. Donc ça c'est pour les ASPL, etc. Et utiliser YouTube, bien sûr. Il y a une formation gratuite sur le référencement qui est donnée par Google. Vous pouvez uniquement vous enregistrer et avoir l'information que vous voulez. Pour le SEO, ce qu'il faut comprendre, c'est la mécanique de Google. C'est comment est-ce qu'un résultat, comment est-ce qu'on parvient à un résultat dans les recherches. Donc, il y a, donc le web est fait de plusieurs pages sur Internet. Chaque page, il y a des mots-clés. Google reconnaît des mots-clés. C'est ça qu'il reconnaît. Donc il y a des mots qui sont liés à des pages et Google va compter le nombre de mots-clés dans ces pages-là et vous sortir le meilleur résultat. Plus il y a de mots-clés sur ce contenu-là, sur un sujet par exemple, plus haut sera votre, votre résultat, votre page dans les résultats de Google. Donc ce qu'il faut faire quand on a un site, c'est produire le maximum de contenu avec le maximum de mots-clés. Mais genre se concentrer sur deux, trois mots-clés. Imaginons par exemple qu'on a un magasin qui vend donc des outils je sais pas, de voyage par exemple. Ben, sur mon site, je dois avoir des articles qui parlent de voyage, de destination. Aujourd'hui, je vais publier un article sur un site paradisiaque en Espagne, dans le sud de l'Espagne, peut-être en France, mais tous les jours, il faut que j'ai des articles. En écrivant ces articles, à la fin, je mets des mots-clés. Il y a une plateforme pour faire ça. Donc, je lis mon article à ces mots-clés et Google va indexer directement mon contenu à ces mots-clés. Donc, bien sûr, il faut être au courant des mots-clés qui sont les plus utilisés. Il y a Google Ads et Google Analytics pour ça, pour savoir quels sont les mots-clés qui sont le plus utilisés. Et après, on va lier ce contenu à ces mots-clés. Donc ça demande plus de travail. Ça demande plus de temps aussi parce qu'il faut une personne dédiée peut-être qui va produire, écrire ces articles à chaque fois. Et voilà. Donc, plus on a de contenu, plus on produit du contenu, plus on le référence bien, plus haut on sera dans les résultats de recherche. Et qui dit être premier dans les résultats de recherche, ça veut dire plus de clics et donc plus de transformation de clients, donc de simples internautes à clients. La deuxième solution, c'est le référencement payant, donc le Search Engine Advertising, avec les sociétés de marketing numérique et qui vont, en deux mots, faire ce que je viens d'expliquer, le faire eux-mêmes et voilà, ça coûte de l'argent, surtout si c'est pointu. Il y a une tendance actuelle qui s'appelle le growth hacking, donc c'est le hacking de la croissance, et donc ils vont prendre une marque, peu importe laquelle, et ils vont la doper, entre guillemets, pour qu'elle monte dans les résultats de recherche. Donc tout le monde cherche, c'est un peu le saint graal de la communication sur Internet, c'est d'être dans les premiers sur les résultats de recherche, avoir le plus de vues, faire le buzz, devenir viral. Et pour cela, il faut être bien référencé. Ensuite, il faut bien présenter ses produits. Là, on parle encore du site web. Donc, d'un point de vue textuel, mais aussi d'un point de vue visuel. Du point de vue textuel, il faut présenter l'ensemble de ces produits de façon identique. Il faut rédiger la description des produits avec soin, de façon lisible et relativement courte. Une fonction plutôt de l'ordre de la confirmation. Donc, le texte, la pour fonction de confirmer au consommateur qu'il est bien sur la bonne page, qu'il est bien sur le bon produit. Après la lecture rapide, le client potentiel doit avoir la garantie qu'il se trouve bien sur la page dédiée au produit qu'il recherche. Donc, il ne faut pas plus de mots qu'il n'est nécessaire. Il faut être précis et clair. Du point de vue visuel, il faut décrire les produits le plus clairement en un minimum de visuels.
il faut très bien choisir la première photo et choisir plusieurs photos sous différents angles et différents points de vue et travailler avec la mise en scène et l'ambiance. Donc là, bien sûr, c'est soit vous avez un petit talent pour la photographie, peut-être juste la retouche de photo, et là, vous choisissez un seul canevas pour toutes vos photos, comme ça on garde une cohérence dans l'image de la marque, soit vous donnez ça à quelqu'un que vous pouvez payer et qui fera ça à votre place. Ne pas hésiter, là je rappelle, ne pas hésiter à utiliser les banques d'images gratuites qui peuvent, qui vous offrent des, en tout cas un exemple à suivre pour ce genre de choses. Euh, Être présent et actif sur les réseaux sociaux. Donc le e-commerce et les réseaux sociaux, ils vont de pair et les réseaux sociaux vont aider un site e-commerce à briller à être plus efficace. Donc l'e-commerce peut se faire directement via les réseaux sociaux ou contribuer à la vente. Et c'est là que vous allez toucher et fidéliser vos clients. Et là, je vous réfère à tout ce qu'on vient de dire sur les réseaux sociaux depuis le début de cette session. Il y a une petite astuce, une initiative vraiment extraordinaire. C'est l'Agence Solidaire Digitale et c'est une communauté qui aide gratuitement des entrepreneurs impactés par le confinement à vendre en ligne et à réussir le marketing digital. Donc, pour toutes les personnes, pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont un peu du mal avec les réseaux sociaux, qui ne savent pas comment faire, par où commencer, je vous conseille vivement d'aller sur le site de l'Agence Solidaire Digitale et voilà, elle vous propose des conseils, des astuces pour mieux faire cette tâche. C'était tout pour les réseaux sociaux, donc pour la présence en ligne, pour la communication digitale. Là, j'aimerais juste avant de finir, j'aimerais juste rappeler les mesures de soutien de MicroStart. Comme je vous l'ai dit au départ, on est là pour vous soutenir pour tout ce qui est trésorerie. Euh, donc, nos objectifs, un, c'est de soutenir les micro-entrepreneurs, leur permettre de traverser la crise et de préparer la relance de leur activité, rendre automatique l'accès à un prêt d'honneur en complément, bien sûr, d'un microcrédit pour l'ensemble de nos clients, qu'ils soient nouveaux ou en renouvellement, pour soutenir leurs besoins de trésorerie. Et enfin, adapter et renforcer notre offre de coaching et de formation pour répondre aux besoins des entrepreneurs pendant la phase de confinement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, oui, voilà. Pour tout ce qui est formation et coaching en ligne, on essaie de s'adapter. Il y a toujours de nouveaux webinaires qui sont programmés. Il y en a d'ailleurs la semaine prochaine sur plusieurs thématiques. On a comment gérer sa trésorerie, euh, 2 secondes. Comment gérer sa trésorerie? Donc ça, c'est le 4 juin prochain à 16h30. Le 18 juin, on a revoir sa stratégie commerciale et comment communiquer en ligne. Donc on va redonner ce webinaire le 2 juillet. N'oublions pas aussi le coaching à distance. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos coachs dans plusieurs domaines. Pour les personnes qui étaient là, vous le savez désormais, vous pouvez juste appeler et booker un rendez-vous avec un coach si vous avez une question, que ce soit juridique ou un autre domaine. Concernant les services financiers, donc là, en ce moment, on est dans la phase urgence. Elle s'étalera jusqu'au 31 mai. Le but de cette phase-là, c'est justement
d'ac- d'accorder des microcrédits pour les besoins de trésorerie qui sont immédiats. On va toujours mettre ça avec un prêt d'honneur de 1 000 euros. Euh, donc voilà. Le prêt, il n'y a pas de garant, il n'y a pas de garant demandé et l'accord de principe est sous 48 heures. Pour la phase de relance qui va commencer du 1er juin et s'étalera jusqu'au 30 septembre, son objet, c'est tout ce qui est trésorerie, bien sûr, les investissements, le stock, etc. Ici, dans ce cas-là, tous les microcrédits sont accordés avec un prêt d'honneur à 0% sans garant euh, qui peut atteindre le tiers du montant. Prenons par exemple s'il y a un besoin de 10 000 euros, donc il y aura le prêt MicroStart à 7 000 euros et un maximum de 3 000 euros en prêt d'honneur à 0%. Et à partir du 1er octobre, on entrera dans la phase croissance et qui s'étalera du 1er octobre au 1er juin 2021. Là encore, on va augmenter le montant du prêt d'honneur. On reste toujours dans le même objet, trésorerie, investissement, stock, etc. Euh, et on va augmenter le montant du prêt d'honneur jusqu'à 5 000 euros, qui est à 0%, mais toujours avec le microcrédit qui est aux conditions MicroStart. Le montant du microcrédit va également augmenter. Il atteindra 20 000 euros. Et tout ça donc, pour mieux accompagner et mieux soutenir les entrepreneurs, nos clients, mais aussi les gens qui ne sont pas clients MicroStart, pour mieux relancer leur activité et voilà, mettre toutes les chances de leur côté. Pour nous contacter, si vous êtes nouveau client, n'hésitez pas à appeler les 2 numéros affichés ici. Et si vous êtes déjà client, il suffit de contacter votre conseiller. Il vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Il peut même vous orienter à d'autres plateformes si on a l'information. Pour l'ouverture des agences, donc c'est uniquement sur rendez-vous avec masque de 9h à 17h. Pour Bruxelles, c'est lundi et mardi. Pour Anvers, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Pour Gand, c'est lundi, mercredi. Pour Liège, lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Pour Charleroi, l'agence est actuellement fermée. Voilà, c'était tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser euh, via chat. Et il y a Adeline qui répond, merci à elle d'ailleurs, qui répond aux questions. J'essaie de voir. Merci à vous. Donc pour les réseaux sociaux, donc étant donné que vous créez vos comptes avec un compte personnel, en créant ce compte-là, et d'ailleurs tout le monde le fait, vous acceptez la charte de protection des données personnelles de Facebook ou d'Instagram. Donc il n'y a pas de charte à accepter, il suffit d'avoir un compte. En ayant un compte, implicitement, vous avez déjà accepté la charte de protection des données personnelles. Mais pour le site e-commerce, là, vous êtes obligé de faire signer cette charte-là. Donc, il y a toujours un bouton à cocher. J'ai bien lu et accepté les conditions relatives à la protection des données personnelles. Et c'est très important. Merci d'ailleurs à Monsieur Dominique. C'est très important pour les sites e-commerce. C'est un aspect auquel il faut faire très gaffe quand on a un site web. Surtout si c'est un site e-commerce. Voilà. Où il y a utilisation de données, paiement sécurisé, etc. En règle générale, pour tout ce qui est réseaux sociaux, il y a énormément d'informations que vous pouvez trouver très facilement sur Internet.
Il faut juste faire gaffe à avoir la bonne information. Donc là, c'est à vous de bien filtrer. Il y a des tutoriels sur YouTube. Euh, les photos sont-elles partagées sur les réseaux sociaux et sur un site vitrine? Vous pouvez lier les deux, tout à fait. Bon, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, donc vous acceptez les chartes de Facebook euh, par rapport à ça. Oui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut enregistrer les photos, peut les télécharger, c'est vraiment libre. Pour le site e-commerce, vous pouvez vous-même soit choisir de laisser les photos en libre accès, soit vous pouvez aussi choisir de débloquer cette possibilité. Et dans ce cas-là, si je vais sur votre site par exemple et que j'essaie d'enregistrer votre photo, bah, là, la fonctionnalité ne marche pas, quoi. Donc, même si je clique bouton droit, bouton, je peux même retourner l'ordinateur, ça ne marchera pas. Mais c'est à vous de la choisir, bien sûr. Exactement. Oui. Ben, ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. Vous pouvez également, vous pouvez mettre le nom de votre marque sur la photo, mais en transparent. Comme ça, la photo est visible, mais on peut aussi voir votre nom dessus. Merci Sylvain. Et oui, les slides seront disponibles. Je pense qu'Adeline et Roxane vont les envoyer. Alors j'ai pas Dominique. Alors j'ai pas pour les sites e-commerce. Je n'ai pas les détails, mais je sais que cette possibilité existe. Donc au moment de développer votre site, à mon avis, il y a des fonctionnalités à cocher, à décocher, et c'est là que vous pouvez bloquer cette possibilité. Mais je n'ai pas les détails parce que je ne suis pas un développeur web, malheureusement. Alors ça dépend pour Joseph. Euh, oui, c'est possible. En fait, pour tout ce qui est contenu, comme je disais tout à l'heure, il faut penser à votre audience. Quelle est la langue de votre audience? Si votre audience, par exemple, parle plusieurs langues, dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez décliner la même vidéo en plusieurs langues. Si votre audience est bilingue, bah, peut-être que vous pouvez la mettre juste en français avec des sous-titres. Ou c'est vraiment à vous de décider, voir qu'est-ce qui plairait, qu'est-ce qui faciliterait la tâche, qu'est-ce qui faciliterait le passage du message, le passage de l'information vers ma cible. Mais en effet, l'idéal, c'est d'avoir du contenu en plusieurs langues, mais là encore, ça prend du temps, donc il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Tout à fait, Dominique. Sur Facebook ou Instagram, on peut malheureusement pas bloquer ça. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. On va essayer de vous faire parvenir les slides, comme ça vous avez toutes les infos. Et surtout, n'hésitez pas à être là la semaine prochaine pour d'autres webinaires. Et à partager aussi, parce que c'est important. Bonne journée!